le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the very it. beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. Very You're playing serious, cards. Mr. President. Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle la présence en kiosque du dernier numéro du magazine Omerta, Trump, Poutine, à l'assaut de l'Europe. Il est disponible dans plus de 5000 points de vente. Il est disponible dans plus de 5000 points de vente et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la géopolitique, notamment à la question indo-pakistanaise avec l'un des meilleurs géopolitologue français, Aymeric Choprade. Bonjour. Bonjour. Je disais, vous êtes bien connu du monde géopolitique français, vous êtes un des meilleurs experts. Je rappelle vos ouvrages, Géopolitique constante et changement dans l'histoire aux éditions Ellipse, et aussi Chronique du choc des civilisations que nos auditeurs peuvent se procurer en librairie ou sur les sites de vente par Internet. Alors je le disais, on va essayer d'analyser un petit peu avec vous la situation entre l'Inde et le Pakistan. C'est une zone géographique qui est un peu en dehors de la sphère française. C'est une zone qu'on connaît mal et c'est surtout un conflit qui dure maintenant depuis une dizaine de jours. Une situation qui alarme la communauté internationale entre deux puissances militaires importantes, deux puissances nucléaires, et qui pourrait dégénérer, qu'on n'a pas vu venir d'ailleurs. Alors elle s'est déclenchée au départ, il faut le rappeler, avec une attaque terroriste menée par des groupes pakistanais radicaux, notamment celui d'un certain Masoud Azhar, et qui a fait plusieurs dizaines de morts. Est-ce que cette attaque vous a surpris et quelle est un peu la motivation de tout ça? Est-ce que c'est une motivation territoriale? On sait qu'il y a une contestation de part et d'autre pour la région du Cachemire. On sait aussi que côté pakistanais, il y a une montée des islamistes radicaux. Est-ce que la source de tout ça, c'est une dimension territoriale ou alors est-ce que c'est une dimension plutôt religieuse? Déjà, vous parliez, Charles, de surprise. Alors, dans l'actualité immédiate, on est toujours surpris par définition par un attentat terroriste parce qu'on ne connaît jamais l'agenda précis du terrorisme. Mais sur un temps beaucoup plus long, il n'y a aucun motif d'être surpris parce qu'en réalité, ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines entre l'Inde et le Pakistan autour de cette grande province du Cachemire, c'est pas un conflit nouveau, c'est un conflit qui existe en fait depuis 1947 et qui a fait l'objet de plusieurs affrontements. D'abord en 1947, ensuite en 1965. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés en 71, mais c'était ça la question de la formation du Bangladesh, du Pakistan oriental. Et puis ensuite, il y a eu encore toute une série de crises et de conflits plus ou moins limités entre l'Inde et le Pakistan tout au long des années 90 avec l'émergence du Pakistan comme puissance nucléaire. Hein. L'Inde devient une puissance nucléaire en 1974, le Pakistan en 1998. En 99, il y a une guerre qu'on appelle la guerre des glaciers autour de la ville de Kargil dans le Cachemire. Donc il y a déjà un affrontement Inde-Pakistan. En 2001-2002, il y a à nouveau des affrontements et puis à nouveau en 2019. Et en 2019, on est déjà sous le mandat là, de Modi, du président indien Modi, qui lui va modifier la constitution qu'on appelle l'article 370, qui est un article très important sur le statut du Jammu et Cachemire. Alors, pour nos auditeurs, je vais quand même situer rapidement le conflit. Le conflit, c'est autour de la province du Cachemire. La province du Cachemire, c'est un peu plus de 200 000 km². Hein, par référence, l'Inde, c'est 2 800 000, 2 millions 8 km².
Et le Jammu et Cachemire, c'est une partie de la province du Cachemire qui est contrôlée par l'Inde. Vous avez deux autres parties qui sont contrôlées par le Pakistan. Vous avez l'Azad Cachemire, qui est une petite partie entre justement la partie centrale de la province du Cachemire et le Pakistan. Et vous avez le Kirghiz qui est au nord, une autre province à l'intérieur du Cachemire qui est contrôlée par le Pakistan. Et puis vous avez les parties contrôlées par les Chinois, l'Aksai Chin, qui est contrôlée par la Chine. Alors, c'est les trois puissances Pakistan, Inde et Chine se disputent le Cachemire, la province du Cachemire. Le Pakistan a reconnu les parties chinoises. L'Inde a des contestations et une contestation sur l'ensemble du Cachemire et ne reconnaît pas les parties chinoises. Et le Pakistan, lui, ne reconnaît pas la domination de l'Inde sur la partie centrale la plus importante qui représente la moitié géographiquement de la province du Cachemire et qui s'appelle le Jammu et Cachemire. Et c'est dans cette province Jammu et Cachemire contrôlée par l'Inde que des attentats, des attaques pakistanaises via des proxys islamistes se font depuis des années, depuis des dizaines d'années de façon régulière, des attentats terroristes qui ont causé la mort de beaucoup d'Indiens. Le scénario est souvent le même, c'est celui qui s'est passé le 22 avril, c'est-à-dire qu'il y a eu une attaque d'un groupe islamiste à l'intérieur du Jammu et Cachemire qui s'est attaqué à des touristes. Il y a eu 26 touristes tués du fait de leur appartenance religieuse non musulmane. Donc les terroristes ont déjà vérifié si les gens étaient musulmans ou non musulmans. Ils ont abattu tous les non musulmans. Et ensuite, l'Inde, évidemment, exerce des représailles. Elle exerce des représailles sur les forces armées pakistanaises parce qu'elle estime que le Pakistan contrôle ces groupes terroristes. Et c'est un point qui est en partie vrai, en partie contestable. Alors, ce qui est vrai, c'est que le Pakistan, les services secrets pakistanais, l'ISI, depuis de longues années, utilisent, ont infiltré, ont manipulé essentiellement deux groupes islamistes qui sont le Jaïch et Mohammed et le Lashkar-e-Taiba. C'est toujours à peu près ces deux groupes principaux qui sont à la manœuvre dans le Cachemire et dans d'autres parties pas seulement le Jammu et Cachemire, hein, même chez les chiites du nord, parce que en fait, dans la province du nord, Cachemire, qui est contrôlée par le Pakistan, il y a une population chiite qui est aussi attaquée par ces groupes islamistes sunnites qui attaquent eux-mêmes les hindouistes dans la partie du Jammu et Cachemire. Donc le Pakistan à la fois manipule ces groupes, l'armée pakistanaise et en particulier les services secrets, et en même temps, c'est le paradoxe, a lutté contre eux aussi pendant des années et a perdu beaucoup d'hommes. Donc Et puis dernièrement, Charles, il y a eu une déclaration très intéressante du ministre de la Défense pakistanais, puisqu'il a répondu de manière très sincère à un journaliste qui l'interpellait sur le lien entre le pouvoir du Pakistan ou plus exactement l'armée et ces groupes terroristes. Il a dit oui, absolument, ça fait des années qu'on les utilise, mais c'est à la demande des États-Unis. On fait le sale boulot des États-Unis depuis 30 ans, a-t-il répondu. Alors justement, pourquoi une attaque terroriste maintenant qui finalement peut faire basculer cette région dans une guerre totale? On parle beaucoup de possible guerre totale entre l'Inde et le Pakistan. Aidez-nous à comprendre l'agenda. Pourquoi est-ce que ça arrive finalement maintenant? En particulier, vous dites que ces groupes sont des proxys de l'État pakistanais. Pourquoi déclencher tout ça maintenant? D'abord, ça a souvent été observé par les experts de cette région. Il y a un lien très probable entre l'agenda armé et en particulier quand on est dans l'histoire été fragile ou en difficulté par rapport au pouvoir civil, elle a généralement attisé les tensions et mis de l'huile sur le feu et généralement initié des attentats terroristes pour pouvoir justifier à nouveau son retour et son rôle.
Je rappelle que dans l'histoire du Pakistan, il y a eu 3 coups d'État successifs depuis 1947, que l'armée au total a exercé à peu près 30 ans le pouvoir par des phases autoritaires, la dernière étant celle de Pervez Musharraf. Et puis ensuite, le pouvoir civil est revenu avec une compétition entre plusieurs tendances politiques. Et encore une fois, chaque fois que l'armée a été en difficulté, elle a attisé le conflit. Ça s'est passé en 99 et ça a permis à Musharraf d'arriver au pouvoir avec le conflit de Kargil que j'évoquais tout à l'heure. Donc très probablement, en ce moment, il y a un conflit depuis l'arrestation de Imre Khan qui a été mis de côté et emprisonné. L'armée essaie manifestement de reprendre la main sur le pouvoir, sur la donne politique, et il est possible qu'elle ait manipulé ces groupes dans ce sens. Par ailleurs, au moment où ça s'est passé le 22 avril, il y avait la visite de J.D. Vance et Rubio donc, en Inde, le secrétaire d'État et le vice-président. Et il est possible aussi que Islamabad, l'armée pakistanaise, ait voulu attirer l'attention sur le Cachemire au moment où l'éclairage était porté sur l'Inde, en particulier la relation Inde-États-Unis. Ça, c'est pour la partie agenda. Alors, ensuite, n'oublions pas que sur les bases fondamentales du conflit, elles sont anciennes, elles sont territoriales, elles sont civilisationnelles. C'est un conflit entre la fondation hindouiste de l'Inde et la fondation islamique du Pakistan. Et c'est un conflit autour d'une province qui est majoritairement peuplée de musulmans, mais qui, pour la partie du Jammu et Cachemire, est contrôlée par l'Inde. Donc c'est un conflit ancien avec des crises récurrentes et un agenda aujourd'hui sans doute influencé par les paramètres intérieurs que j'évoquais pour la politique pakistanaise, mais aussi sans doute par des paramètres plus globaux. Je pense à la compétition Chine-États-Unis qu'il faut observer de près puisque si traditionnellement, et en particulier pendant la guerre froide, l'Inde était proche de l'URSS, puis de la Russie, et puis le Pakistan était proche des États-Unis, ça ne s'est pas complètement, si vous voulez, effondré. Ces liens existent, y compris en fourniture d'armement, mais il y a eu une évolution très marquée de la relation, et en particulier aujourd'hui, si on prend par exemple la fourniture d'armes pakistanais aujourd'hui vient de Chine, il vient plus des États-Unis et des pays occidentaux, et inversement, la Russie qui s'approvisionnait, l'Inde qui s'approvisionnait majoritairement en Russie, aujourd'hui s'approvisionne majoritairement du côté des États-Unis, et il y a un rapprochement des États-Unis pour contrer la Chine. Donc on voit un axe Chine-Pakistan qui est quand même en train de se mettre en place contre un axe Inde-États-Unis, même s'il faut bien rappeler que l'Inde et le Pakistan restent fondamentalement des puissances multipolaires qui entretiennent des liens diversifiés et qu'on ne peut pas réduire leurs relations à un lien bilatéral avec une grande puissance. Mais quand même, il y a cet agenda. Alors, il est possible aussi que le Pakistan, à l'initiative un peu de la Chine, ait eu envie de tester un peu les capacités indiennes et le comportement de l'Inde, la réaction aussi des grandes puissances, puisqu'on a vu que les États-Unis étaient plutôt, de ce point de vue du côté, ils ont joué un rôle de médiateur, puisqu'ils ont obtenu un cessez-le-feu, mais il y a un lien quand même fort avec les États-Unis, entre les États-Unis et l'Inde. Et inversement, on a observé que Vladimir Poutine a mis une semaine à condamner l'attentat, alors que l'Inde et la Russie étaient très proches. On voit qu'il y a une certaine distance aujourd'hui qui existe. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en considération aussi dans ce conflit. Alors l'Inde comme le Pakistan, on est là sur l'ancien empire colonial anglais, dont on vante souvent d'ailleurs les mérites ou la réussite dans la décolonisation. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un problème de frontière, un problème de décolonisation à l'anglaise? Alors, mais c'est-à-dire qu'au moment de la constitution de l'Inde en 1947 et du Pakistan, puisque les deux se sont constitués en même temps, au départ, il y avait pour le Pakistan, c'était un Pakistan occidental, l'actuel Pakistan, et le Pakistan oriental,
qui en 71 est devenu le Bangladesh. Mais pour ce qui est de la constitution de l'Inde, c'était vous savez que l'Inde est formée de 36 États fédérés. Il y a des États fédérés qui étaient les anciennes provinces avec des Maharajas qui sont devenus en fait des États avec des gouverneurs et des pouvoirs très forts par rapport à la fédération indienne. Sauf justement le Cachemire. Le Cachemire, au départ, en 47, a voulu rester indépendant, ni dans le Pakistan, ni en Inde. Il avait une population majoritairement musulmane, mais beaucoup d'hindouistes aussi dans le Jammu et Cachemire. Et puis, craignant d'être absorbé par les forces pakistanaises, il a demandé secours en 47 à l'Union indienne, laquelle est venue à son secours, mais en échange a demandé un rattachement donc à l'Inde. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais au départ, et jusqu'en 2019, pour être précis, avec ce fameux article 370 que j'évoquais, il y a eu un statut spécial du Jammu et Cachemire à l'intérieur de la province géographique du Cachemire, donc la partie contrôlée par l'Inde. Ce statut consistait à dire qu'il avait un drapeau, qu'il avait une sorte de constitution à lui-même, sauf pas de défense et pas de politique étrangère, mais que pour le reste, il avait une autonomie très forte. Et Narendra Modi, l'homme sorti du BJP, donc le Parti nationaliste hindou, en 2019, à cause justement d'un conflit, d'un raidissement avec le Pakistan, a supprimé cet article 370 et a voulu centraliser à nouveau en reprenant la main et le pouvoir sur le Jammu et Cachemire de manière beaucoup plus directe, ce qui, depuis 2019, a créé des tensions. En fait, aujourd'hui, on vit ces tensions très fortes, mais il y a eu des escarmouches importantes toutes ces années-là, y compris d'ailleurs de la part de populations locales non musulmanes qui reprochent à l'Inde d'avoir donné la possibilité que des terres soient possédées maintenant par des gens qui viennent de l'extérieur du Jammu et Cachemire, qui viendraient d'autres provinces indiennes. Donc il y a, si vous voulez, globalement, l'héritage britannique a pas trop mal fonctionné, il faut bien le dire, parce qu'il y avait une autonomie très, très, très forte des provinces. Mais dans le cas du Cachemire, c'est un cas très, très particulier, avec une évolution récente du statut qui a renforcé les tensions locales existant entre la population majoritairement musulmane sunnite et les non-musulmans. Avec en plus ce rôle des groupes extrémistes qui attisent le feu. On va parler de la situation militaire, mais avant, l'Inde a brandi la menace de l'eau et aurait apparemment réduit le cours d'un certain nombre le débit d'un certain nombre de cours d'eau approvisionnant le Pakistan. Est-ce que l'eau est, dans ce conflit entre l'Inde et le Pakistan, une arme géopolitique à part entière? Et quelles pourraient en être les conséquences directes sur le Pakistan? Historiquement, le sujet de l'eau, théoriquement, il était réglé depuis 1960 par le traité de l'Indus. Le traité de l'Indus, vous avez toute cette vallée de l'Indus qui est essentiellement donc le Pakistan, la plaine du Pakistan, et puis tous les affluents. Le problème de l'eau, le partage de l'eau, il a été réglé. Donc l'État amont, c'est l'Inde, bien sûr, dans la partie du Cachemire, et l'État aval, c'est le Pakistan. 70% de l'eau est entre les mains et sous le contrôle du Pakistan, avec 3 fleuves, donc l'Indus, le Jhelum et le Sheab, selon le traité, et 30% avec 3 autres fleuves, Ravi, Beas et Satluj, du côté de l'Inde. Donc ça, c'était réglé et il n'y a jamais eu remise en question, y compris dans les conflits précédents, du traité de l'Indus. Sauf justement ce qui vient de se passer là. L'Inde après l'attentat, a suspendu le traité de l'Indus. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rétablir ça dans les semaines qui viennent, mais disons que symboliquement, quand même, c'est un geste fort parce que ça a été suspendu. Moi, je pense que ça va se calmer et qu'ils vont rétablir les choses. Il y a pas, si vous voulez, sur l'eau, il y a eu une menace en permanence, mais rien ne s'est jamais réellement fait.
Et d'une façon générale, sur ce conflit, on l'a vu, le fait que ce soit deux puissances nucléaires, avec des forces conventionnelles, certes inégales, mais toutes les deux importantes. Il faut rappeler que l'Inde, d'un côté, c'est 4,1 millions d'hommes et le Pakistan 650 000, ce qui n'est pas rien non plus. Que les deux ont des armées modernes avec des équipements modernes, aériens, maritimes, terrestres, etc. Mais qui sont tous les deux des puissances nucléaires. Et on voit qu'après des engagements significatifs, on pourra en parler, la partie militaire, ils se sont arrêtés parce qu'il y a la question nucléaire et que de toute façon, personne ne veut aller heureusement d'ailleurs, jusqu'à la confrontation nucléaire. Vous l'avez dit, il y a une disproportion des forces militaires en présence. L'Inde dispose de beaucoup plus d'hommes et de matériel que le Pakistan. Toutefois, il y a des actions d'éclat quand même du Pakistan qui tient tête à l'Inde, qui bombarde un certain nombre de sites stratégiques, de sites militaires indiens, et qui a réussi vraisemblablement à battre plusieurs chasseurs, alors dans des conditions qui ne sont pas très claires. On ne sait pas si c'est au sol ou si c'est en vol, mais dans ces appareils abattus, il y a 2 appareils de conception russe et apparemment, d'après ce que dit le Pakistan, 3 Rafales français, ce qui est un petit peu surprenant. Et le Pakistan en fait d'ailleurs une arme de propagande. Alors est-ce que vous en savez plus sur la perte de ces 3 Rafales, et est-ce qu'il faut voir dans le message, dans la propagande exercée par le Pakistan aussi, une espèce de petite pression mise sur la France? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un engagement aérien important. Pendant plus d'une heure, il y a eu 125 avions des deux côtés engagés. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Ça faisait longtemps il y a eu déjà dans le passé des engagements aériens avec des avions abattus. Et puis il y a eu d'ailleurs des succès significatifs. Je pensais en 99 avec les Mirage 2000 qui avaient à 5000 mètres d'altitude supprimé des stocks d'approvisionnement militaire pakistanais extrêmement importants. Donc l'Inde en 99 pouvait mettre en avant ses Mirage 2000 d'assaut. Et là, il y a une sorte de revanche, une petite revanche de l'histoire au profit du Pakistan, puisque on apprend que 1 ou 3 Rafales. Alors les Pakistanais disent 3 Rafales, un Sukhoi 30 et un MiG-29. Ce qu'on sait, c'est probablement les 2 avions russes ont été abattus et au moins un Rafale. Et en face, on a quoi? Ben, en face, on a des J-10 Chengdu, des J-17, donc chinois, qui sont des avions de génération 4.5 et qui manifestement, avec des radars développés et des missiles air-air de très bonne qualité, auraient obtenu ce succès. Alors j'ai vu, s'agissant du Rafale, il y a une déclaration intéressante, tout à fait récente, là, ce matin même, du chef d'état-major de l'armée de l'air pakistanaise, qui a dit que si les Rafales avaient été abattus, c'était plus à cause de la mauvaise mise en œuvre par les forces aériennes indiennes que à cause de l'appareil lui-même. Donc ça va plutôt ça dédouane plutôt Dassault. Mais la réalité, c'est que les cours de bourse de Dassault ont baissé juste après l'annonce de cela, et le cours de bourse inversement de la compagnie Chengdu Aircraft, la compagnie chinoise qui fabrique les jets, a monté. Et qu'il y a un débat dans la littérature stratégique qui s'est instauré sur est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose de significatif dans le domaine de l'aviation de combat, avec un nouvel avion ou de nouveaux avions chinois qui ont montré pour la première fois leur capacité réelle en abattant l'avion Omnirole de Dassault. Et ces avions coûtant moins cher que les avions occidentaux, est-ce qu'ils n'ont pas, de fait, pris des futures parts de marché au Moyen-Orient ou dans différentes zones de pays émergents qui ont moins de moyens à dépenser sur l'aviation de combat? Alors, il y a moi j'ai quand même une autre hypothèse. J'observe que cette nouvelle défavorable à Dassault, elle a été tout de suite très médiatisée dans la presse anglo-saxonne, la presse américaine, sur CNN, etc. Et le message, c'est peut-être au profit en réalité du F-35. C'est peut-être les Américains qui essaient de dire vis-à-vis du monde occidental et de leurs clients habituels, regardez, Dassault, c'est pas un concurrent sérieux. L'avenir, c'est vraiment le F-35 face aux avions, aux futurs avions chinois ou aux avions actuels chinois.
En tout cas, j'ai pas les conclusions, mais voilà, les termes du débat, ils sont là. Il y a un sujet nouveau. C'est pas un point en termes de perception, c'est pas une grande victoire pour Dassault, mais c'est probablement aussi, il faut le dire, c'est quand même la première fois qu'un Rafale est abattu en combat aérien. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et apparemment, il y a qu'un appareil. Et c'est peut-être pas de la faute de l'appareil, ça peut être aussi une mauvaise mise en œuvre, notamment des moyens intégrés de communication qui expliquerait ça. Les Pakistanais auraient eu une meilleure capacité de communication pour abattre à distance avec un missile air-air à partir d'un J-10C, donc ce Rafale. Et un autre point, Charles, important, c'est que les Pakistanais ont mis en œuvre aussi beaucoup de drones, des drones turcs. Probablement, il y a une attaque de 400 drones, mais qui a été quand même globalement mise en échec par des S-400 russes. Donc, il faut rappeler que l'Inde s'était procuré des systèmes antiaériens russes S-400 qui, lui, comme en Ukraine d'ailleurs, montrent sa grande efficacité. Qu'est-ce qu'on peut dire de la position de la France dans ce conflit? On entend des appels au calme, mais est-ce qu'on peut dire que, notamment par la livraison de ces Rafales à l'Inde, la France est plutôt du côté de ce pays, ou est-ce qu'elle essaie de se placer dans une position un peu d'équilibre et de médiatrice? Historiquement, la France était plutôt dans une position d'équilibre entre l'Inde et le Pakistan parce que, vous vous souvenez, il y a aussi la fourniture de sous-marins au Pakistan, etc. Mais et puis dans les équipements militaires pakistanais, vous trouvez, il y a eu des Mirage 3, vous avez des Alouettes, vous avez de l'équipement français hein, des deux côtés. Mais c'est vrai que ces dernières années, c'est très clair, il y a une forme de rapprochement qui s'est opéré par l'importance du contrat Rafale et des renouvellements de Rafale. L'importance des commandes indiennes fait que, de facto que la France sans utiliser le terme d'allié stratégique, mais quand même un partenaire stratégique de l'Inde, c'est très clair. Et en plus, ceci est renforcé par la dimension de l'alliance Indo-Pacifique, puisque dans le secteur pacifique face à la Chine, notamment, à sa stratégie du collier de perles, dont une des étapes d'ailleurs c'est le port de Gwadar au Pakistan, puisque les Chinois cherchent à obtenir des facilités navales dans ce port naval de Gwadar, avec les routes de la soie plus la stratégie du collier de perles. En face, il y a l'Indo-Pacifique. Et l'Indo-Pacifique, c'est l'Inde, c'est la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis dans cette zone. Et c'est quand même ça qui se met en place, même si, je le répète, on a affaire avec l'Inde et le Pakistan à des grandes puissances à la fois démographiques. Le Pakistan, c'est beaucoup plus petit démographiquement que l'Inde, mais c'est quand même, c'est quand même 245 millions d'habitants. C'est la deuxième puissance musulmane du monde derrière l'Indonésie. C'est une armée très importante, des équipements modernes. C'est un pays qui compte. Et l'Inde, n'en parlons pas, évidemment, première puissance démographique mondiale et un pays important des BRICS. Ça reste deux puissances multipolaires. On ne pourra jamais enfermer leur politique étrangère dans une exclusivité avec les États-Unis ou avec la Chine. C'est pas non plus un long fleuve tranquille, si vous voulez, entre le Pakistan et la Chine. Hein. Il y a eu des tensions parce que, par exemple, la Chine développe sa route de la soie sur le territoire du Pakistan. Dans la province ouest du Baloutchistan qui jouxte l'Iran, il y a des projets de corridor Pakistan-Chine, corridor économique important. Et là, vous avez des ouvriers chinois qui se font attaquer, assassiner régulièrement par des groupes islamistes. Et ça crée des tensions entre le gouvernement pakistanais et le gouvernement chinois. Donc, c'est un point qui est important. Est-ce que le Pakistan n'est pas finalement un pays tenu par l'armée depuis des dizaines d'années, mais qui est une véritable poudrière islamiste, puisqu'on voit que finalement même au niveau de la population locale, il y a quand même un mouvement de radicalisation qui ne concerne pas uniquement quelques groupes radicaux. Il y a une montée de la radicalisation dans la société pakistanaise. Et est-ce que l'armée pakistanaise a les moyens de maintenir tout ça sous contrôle?
Alors, c'est une question absolument fondamentale, puisque dans le fondement même du Pakistan, c'est une nation islamique, évidemment. C'est la partie islamique de l'Inde. C'est ça qui fonde la nation pakistanaise. Donc la République pakistanaise est islamique par définition, mais en même temps, c'est un État qui a mené une réelle politique, qui a mené aussi une réelle politique d'endiguement, de containment par rapport aux groupes islamistes très nombreux. Et c'est le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. D'un côté, l'État profond pakistanais, militaire et de renseignement, instrumentalise, infiltre, manipule les principaux groupes islamistes radicaux, que ce soit en Afghanistan avec le jeu de soutien aux talibans, ou dans toutes les parties, dans les zones tribales, etc., contre l'Inde, évidemment au Cachemire, ou dans d'autres parties du monde, ou au Sri Lanka aussi. Donc il y a une utilisation de la carte islamiste, des proxys, mais je dirais que de ce point de vue, les Pakistanais ne sont pas les seuls, parce que comme l'a dit le ministre de la Défense pakistanais, ce sale boulot, il a été fait aussi au profit des États-Unis ou de la Grande-Bretagne pendant des décennies, si ça ne continue pas. Et de l'autre côté, vous avez une armée qui a quand même aussi limité le basculement de ce Pakistan nucléaire entre les mains de ces groupes. Donc c'est une utilisation de ces groupes, mais sans basculer. La frontière n'est pas franchie. Mais c'est vrai que sur un plan civilisationnel, le Pakistan est une puissance islamique. Et en face, d'ailleurs, l'Inde, du BJP, de Modi, affirme sa dimension civilisationnelle aussi. C'est un État civilisationnel qui revendique sa politique de l'hindouisme et sa politique aussi d'amitié et de proximité avec le bouddhisme et avec d'autres formes, mais contre l'islam. Et donc, il y a une dimension civilisationnelle dans l'affrontement autour du Cachemire entre cette Inde qui mène aujourd'hui un soft power hindouiste qui n'est pas limité qu'aux hindouistes. J'insiste, il y a les Sikhs, il y a le jaïnisme, il y a la politique aussi vis-à-vis des pays bouddhistes, en Birmanie, vis-à-vis du Japon, etc. Mais c'est un soft power civilisationnel important. Dernière question, Émeric Choprade. Est-ce que l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, un affrontement conventionnel de haute intensité, n'a pas, pourrait-on dire, un peu débridé le recours à la guerre dans les relations entre États? Est-ce que ça n'a pas libéré quelque chose entre des États qui n'osaient pas finalement se faire la guerre, dû à la peur des sanctions, dû à la peur de l'ostracisation de la scène politique internationale? Est-ce que ça n'a pas réveillé finalement des velléités un peu guerrières, avec, même si on ne va pas sur un scénario de guerre totale comme vous le soulignez concernant l'Inde et le Pakistan, on n'a pas quand même cette tentation un peu de montrer les muscles et que chaque État montre un petit peu ce qu'il a en réserve et sa capacité, sa puissance militaire? Première remarque, que ce soit le Pakistan, l'Inde, vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, ont observé une certaine neutralité. Il n'y a pas de soutien du Pakistan à l'Ukraine, par exemple. Ils sont restés en retrait. Après que le conflit Ukraine-Russie ait une influence, personnellement, je ne crois pas. Je pense qu'on est, et encore une fois, il faut inscrire l'actualité immédiate dans un temps plus long et observer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être impressionnant, c'est peut-être inquiétant, mais de mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, ça n'est pas pire que ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises dans l'histoire entre le Pakistan et l'Inde, et y compris en termes de pertes. Alors là, on doit être à peu près à une centaine de chaque côté, peut-être un peu moins. Quand on regarde les pertes des différentes poussées de fièvre qu'il y a eu entre les deux pays, on n'est pas dans un scénario pire. Ça s'est arrêté, il y a une recherche. En fait, on voit que les deux pays veulent surtout ne pas perdre la face et pouvoir dire qu'ils ont un peu gagné par rapport à l'autre. Et ça s'arrête là. Parce qu'ils savent très bien que ce soit sur le plan conventionnel, si ça allait plus loin, mais ça les mènerait nécessairement mécaniquement
mécaniquement vers une confrontation nucléaire que personne ne veut. En tout cas, pour l'instant, on a des gouvernements rationnels des deux côtés. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'alarmer. Mais comme tous les conflits, il y a des enseignements. Ce sont des révélateurs géopolitiques et militaires. On l'a vu avec l'histoire des avions. Et des enseignements qui sont tirés. Mais je pense que ce soit la Chine, les États-Unis, toutes les grandes puissances autour veulent que ça se calme. Et vous savez, l'Inde a un agenda de mondialisation. L'Inde veut rayonner dans le monde entier et elle n'a pas intérêt non plus à régresser en s'enfermant dans le conflit au Pakistan. Donc et je dirais que quand Modi est arrivé au premier mandat, il a eu une politique, bien qu'étant un nationaliste indien, il a une politique de conciliation. Il a invité son homologue pakistanais en 2014. Il y a eu une vraie politique de main tendue. Et c'est pour ça que je m'interroge sur le jeu des militaires pakistanais qui, eux, à mon avis, pour des raisons intérieures, d'agenda intérieur à la politique pakistanaise, régulièrement jouent avec le feu islamiste au Cachemire. Aymeric Choprade, merci pour cet entretien passionnant. Je vous dis à très bientôt. Et chers auditeurs, n'oubliez pas de de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker et de commenter, partager cette vidéo et de vous abonner aussi au compte Twitter d'Aymeric Choprade qui figure en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.